Aslema marhaba bikoum, bienvenue dans les experts de Tunisie. Alors aujourd'hui, deux nouveaux invités, ou plutôt deux nouvelles invitées, parce que j'ai deux charmantes dames en ma présence sur le plateau de Tunivision, dans les experts de Tunisie. Alors, à ma droite, j'ai Madame Wafi Belguissem. Aslema Madame. Aslema. Aslema Wafi. Et à ma gauche, Khawla Benmansour. Aslema Khawla. Aslema Sahla. Alors, nous sommes en présence de deux profils de femmes très très intéressants, deux profils différents mais qui se croisent quand même. Alors, je vais commencer justement par Wafi Belguissem. Wafi Belguissem qui est aujourd'hui la fondatrice de Culture Founding Watch, qui est une nouvelle start-up, et Khawla Benmansour qui est aujourd'hui donc maître assistante à l'AFSEG, le campus Mta'al Manar, qui aussi est dans le monde du consulting. Elle va nous en parler un peu plus avec plus de précision tout à l'heure aussi. Alors, Wafi, les auditeurs veulent s'intéresser à vous sur le profil, sur votre parcours, Samarni, académique, qui est vraiment un parcours qui est quand même assez inédit, je dois le dire. C'est vrai, parce que si on calcule, au somme, j'ai 4 masters. Ouais. En histoire, en archéologie, en architecture et en MBA. Wow. Des domaines qui sont complètement différents, mais il y a un fil conducteur. Bon, alors ce que je sais, c'est que vous avez déjà commencé par l'archéologie. Ouais. Voilà, et vous allez nous parler de ça parce que à partir de cela, vous avez rebondi sur autre chose, vous avez changé de cap carrément, et vous allez nous dire aussi pourquoi vous avez changé de cap. Donc, quels ont été vos débuts? D'accord. Alors, bien sûr, au début, quand j'ai fait عملت maîtrise في تونس بعد طلعت في فرنسا نعمل في الدواء en archéologie, j'ai entamé ma thèse. Au bout d'un moment, je voyais que les débouchés dans ce que je prévoyais de faire, donc la thèse, étaient très limités parce que le plan de vie à l'époque, c'était s'installer en France, Rajli Fransaoui, donc les probabilités de faire de recherche, les probabilités de décrocher un poste à l'université en étant pas native de A, c'était très limité. Je me suis dit, il faudra que je fasse quelque chose plutôt pro, un métier qui va me permettre de gagner ma vie, quitte à faire la thèse, après je continue à faire, c'est mon plaisir, c'est mon dada. Et j'ai attiré à l'école supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Et c'était un master hybride entre l'urbanisme, l'archi et la réhabilitation d'espaces historiques dans les grandes agglomérations urbaines. Et j'ai atterri dans un atelier qui travaille sur la valorisation de zones historiques et du patrimoine de la ville de Razet en Égypte. Et évidemment, j'ai fait mon stage en Égypte au Conseil suprême des Antiquités. Et oui, c'était avec Zahi Hawes, je l'ai connu personnellement. Wow. Et de là, après le stage, j'étais vraiment bien. Évidemment, moi, j'ai travaillé 5 ans في مصر. D'accord. منهم 3 سنين في المجلس الأعلى للآثار et je les ai rejoints dans un projet finno-égyptien qui consiste à faire la carte archéologique, le mapping archéologique des sites archéologiques في مصر بالSIG, qui est un système d'information géographique. À l'époque, c'était très à la mode, très in. Donc, et j'étais mise sur 2 branches du projet. C'était à l'époque aussi, il y avait Mazel qui le management des sites historiques, des sites du patrimoine mondial, etc. Et je me suis intéressée à ça. Et en même temps, à l'époque, même le monde de ce que c'est que la levée de fonds, des projets internationaux, des financements, tout ça, ça n'existe pas. On ne pensait même pas que ce monde existe. Donc, mais justement, l'archéologie est un monde passionnant. Allez, je m'en bah écoute, il y a une partie, il y a un truc commun. Il y a qu'un fil commun. Donc j'arrive dans ce projet cofinancé, je découvre cette histoire de montage de projet, de financement, et je me suis dit, mince, et j'espère que tu voir mes collègues Ouarfi l'égyptien, Naguib, salut Naguib d'ailleurs si tu m'écoutes. On le salue si qu'est-ce qui va se passer? Le financement de les Finlandais, il va se terminer. Comment on va faire toute l'équipe? Le projet est génial, comment on va continuer à faire? تعرفي انت بالمصري انت نقوبه وحشريه مازال عندي un salaire نتاع stagiaire 6 mois, je te donne 6 mois, tu te débrouilles, تفهمنا comment ces gens ils font. Et en autodidacte بالrecherche internet بالواحد يرحم والدين جوجل ديما نقول انا j'ai découvert qu'il y a un métier qui s'appelle fundraiser et des compétences, des savoirs, et j'ai commencé à m'y intéresser. Et علاش قلت لي انت tu as lâché l'archéo? En fait, je l'ai pas lâché l'archéo, mais j'ai découvert que soit nous, des gens du secteur, soit on apprend ce métier, ce savoir de montage de projet,
soit on l'apprend, soit on va se retrouver dans la situation de just service provider, quelqu'un d'autre conçoit et prend les décisions, ce qui est très, très grave. On n'a pas la force de la proposition. Quand tu sais élaborer le projet, tu as la force de la proposition. C'est toi qui vas diriger les politiques, les projets et avoir des choses qui ont meaningful, qui ont un sens à ton secteur. Il est qu'est-ce qui va se passer? Ça va être des gens qui savent connaître faire la machine, mais sans connaître le secteur. Donc, le risque, c'est d'avoir ce qu'on appelle des money makers. Par le projet, bien batata. Donc, et mon secteur, je trouve qu'il est très important et fondamental parce que le secteur culturel, créatif, et d'ailleurs, j'en profite pour définir qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat culturel créatif, ou les industries culturelles et créatives. On va revenir au moment où vous allez parler de votre projet. Je continue le parcours. Je continue. Bref, donc je me suis dit, il faut vraiment qu'on l'apprenne parce que c'est une question de survie pour ce métier, pour ce secteur et d'importance sur l'impact social et économique. Mais au bout d'un moment, il y a une limite à ce que tu peux apprendre en autodidacte. D'ailleurs, vous êtes chercheuse, tu sais très bien, à un moment donné, tu as besoin d'être avec des gens qui t'apprennent les choses. Donc, l'ordinateur, je voyais des gens, j'ai très vite senti qu'il faut que c'est un métier. À l'époque, 2004, 2005, 2006. En France, il n'existe pas comme métier. Tu sais que le métier de fundraiser n'a fait partie du corpus des métiers en France que depuis 2010, 2011. Donc, même en France, il n'y avait pas. Il y avait Angleterre ou aux États-Unis, parce que les anglophones, ils étaient vraiment en avance sur ce métier-là. À l'époque, je n'avais pas les moyens. Donc, le moyen le plus efficace pour l'apprendre, c'est de travailler pour ceux qui donnent de l'argent. Et il y a une partie de hasard et de chance. J'ai réussi à me faire embaucher par la Commission européenne, la délégation de la Commission européenne en Égypte, et où Contrafinance, là où on gère les financements des subventions, etc. Donc pendant 2 ans et demi à peu près, j'ai eu la chance non seulement d'avoir accès à toute la machine et d'apprendre comment, parce que l'Union européenne c'est un des plus grands bailleurs du monde et de plus complexe. Quand tu te fais la main sur l'EU, ça y est, ça va être sérieux quand tu comprends comment ça marche. Donc, j'avais un chef qui est adorable, donc Contrafinance, qui m'a appris beaucoup, que je remercie d'ailleurs. شو الدنيا قداش صغيرة اللي عرف اللي هو في فرنسا اللي علمني كل وقتها في مصر اللي علمني كل شيء يدور زمان ياخذ sa retraite ياخذ تونسية وتو عايش في تونس. D'accord, alors vous vous retrouvez maintenant. Oui. Encore une fois, bonjour Bertrand. Oui. Donc on dit bonjour à Bertrand. Et le monde comme il est petit, il épouse une artiste tunisienne, donc toujours dans l'art et la culture, c'est assez impressionnant. بعد هذاك j'ai dit مش ما يكفيش. Il faut que je l'apprenne beaucoup plus. Le diplôme le plus proche, c'était l'MBA. Parce que la levée de fonds, le fundraising, c'est en partie une sous-discipline du marketing. Et vous avez fait votre MBA où? En MBA IP, Dauphine, l'international. Ma femme m'amène في تونس, femme في مصر, femme في... À l'époque, j'étais basée en Égypte. Et donc, j'ai fait mon MBA. Et après, je me suis dit, il faut que du coup, je l'apprenne de l'autre côté. J'étais du côté de ceux qui donnent. Maintenant, pour tout le scale de ceux qui font la levée de fonds à échelle, grande échelle. Et j'ai eu encore la chance, قدمت على des postes. أول poste نتختف فيه Oxfam UK, poste régional en Afrique de l'Ouest. C'est magnifique. Alors, on va revenir justement à votre carrière professionnelle, parce qu'avant cela, vous avez eu une première profession. D'ailleurs, oui. Alors, votre parcours, il est aussi riche que celui de Wefé. Alors, est-ce que justement, vous pouvez nous parler de vos débuts? Pourquoi vous avez préféré travailler dans le monde de la gestion? Et comment vous avez commencé? Tout d'abord, c'est un bac qui oriente en sciences économiques et de gestion, puis une maîtrise. Rassure, moi j'ai eu un bac économique et en économie. Oui, mais quand on aime, on lâche pas après la discipline. J'ai lâché, je l'avoue, on dirait devant tout le monde, j'ai lâché. J'espère que pour des sciences plus intéressantes, c'est tout à fait normal. Je pense que c'est très intéressant de poursuivre justement une carrière qu'on aime et ne pas choisir les choses justement lorsqu'on est forcé ou c'est quelque chose qui vous choisit. Je préfère choisir toujours et je le dis souvent à mes étudiants aussi. Et donc la maîtrise aussi en sciences économiques et sociales, plutôt une option administration sociale. Et je continue toujours un master de sociologie d'entreprise. Et c'est toujours l'université tunisienne. Et puis, je passe le concours donc, pour le ministère des Affaires sociales et je suis prise auprès du cabinet en tant que conseiller.
Et ça me plaît. Durant 3 ans, je vais travailler, mais il y a toujours cette petite graine, comme vous l'avez dit, de chercheur qui n'est pas loin. Et à chaque fois que je ne comprends pas des processus administratifs, je veux absolument les comprendre. Je veux surtout l'humain, la complexité de l'organisation. Et puis je me dis qu'au bout de 3 ans, non, il faut revenir à la recherche. Il faut revenir à la qualité du service, qu'il soit en organisation, publique ou privée. Et c'est là que je bifurque donc, sur une thèse de doctorat. Bien sûr, pour la thèse, il faut aussi s'alimenter. Et donc, je fais un demi-contrat à l'ISAM de Celiana. Ouais. Et là, je commence donc une thèse en co-direction à Tunis, à l'ESC de Tunis, et à Paris-Saclay, Paris-Sud. Et je m'oriente... En co-tutelle. En co-tutelle, oui. Et là, je m'oriente donc sur la Banque africaine de développement et je travaille donc sur le whistleblowing, qui est nouveau, qui est la dénonciation. Et j'avais déjà fait un master sur la délation et la dénonciation, c'était encore nouveau en 2006. Et d'ailleurs, la bibliographie faisait très défaut et j'avais peiné pour terminer mon master. Et puis la thèse, on l'enclenche avec mon directeur de thèse qui tient bon à ce qu'on reprenne le sujet parce que rares sont les personnes qui ont écrit sur ce sujet. Et en France, j'ai aussi ma co-directrice est la seule qui a écrit aussi des papiers sur le whistleblowing en France. Et donc là, j'enclenche la thèse de doctorat et avec la Banque africaine de développement, qui est une des seules organisations en Tunisie qui avait déjà ce processus, ce système d'information. Et on commence de là, je commence à petit à petit à m'initier et à m'initier aussi au travail associatif. J'essaie de comprendre. C'était aussi les atermoiements avec 2011, après la Révolution. Ouais. On commence à parler de la loi d'accès à l'information, de la loi de protection des lanceurs d'alerte. Mais tout ça, c'est vraiment, c'est de la co-construction. Et donc, j'ai eu l'opportunité de pouvoir être comme ça, portée par des associations qui s'intéressaient à ma thèse. J'ai fait des workshops partout dans les régions de Tunis pour parler des lanceurs d'alerte. C'était encore vu comme de la dénonciation, de la délation. Ça l'est aussi aujourd'hui, mais en tout cas, on a une loi. Et puis, petit à petit, on est passé au consulting. Après la thèse, il y a eu le consulting. Et il y a un faire-valoir du travail académique et aussi de la recherche et de l'associatif. Et c'est ça ce qui fait peut-être que j'ai réussi à peu près mon parcours de carrière. C'est que j'ai pu allier les moments de travail sur le terrain, les moments de donner à la société et les moments surtout de retrait pour un travail plus pensé, plus réfléchi. Là, vous avez toutes les deux balayé votre parcours universitaire, mais moi, je voudrais maintenant m'intéresser plus particulièrement à votre parcours, professionnel. Vous avez commencé par une première profession pour atterrir vers une autre profession. Ouais. Donc, et c'est pareil aussi pour Khawla. Wafé, votre première profession. Donc, la première profession, c'était faire partie d'une équipe de mapping, de recherche de mapping des sites archéologiques en Égypte. Et après, donc, contrat finance, donc de gestion de l'administrative financière à la Commission européenne. Et puis après, avec Oxfam en Afrique de l'Ouest, coordinatrice de financement, donc fundraiser. C'est là où vraiment j'ai commencé à occuper une fonction professionnelle comme fundraiser. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Donc depuis mon poste au Mali, ensuite, j'ai fait Il faut dire que vous avez beaucoup voyagé. Hein. Oui. Il faut le dire aussi aux auditeurs parce que là, vous avez fait le parcours du conquérant. Vous avez. Après l'Égypte, il y avait le Mali-Niger. Ensuite, il y avait l'Afrique du Sud. Après, c'est le Laos en Asie du Sud-Est. Après, c'est la Birmanie, Burma, et après le Tunis. Ouais, le souffle, vous avez fait, il faut avoir un grand souffle pour pouvoir faire tout ça. Quand on mais là, ça veut dire que vous êtes passionné. Quand on est passionné, voilà, on sillonne à travers le monde. Et donc, je continue dans la levée de fonds en tant que regional, position régionale. Je gère la levée de fonds pour Oxfam sur les 3 pays en Afrique de l'Ouest. Mais après, j'ai été headhunted pour être le secrétaire général du seul réseau panafricain d'acteurs culturels et créatifs présents dans 40 pays. On a 40 bureaux dans 40 pays africains qui s'appelle Arterial Network. Et c'est là où j'étais en Afrique du Sud pour être à la tête de cette organisation. Et ensuite, j'ai de l'appel de l'Asie. Ça, j'ai pas pu résister. Et l'expérience en Asie, c'était super, c'est très tentant. C'était vraiment très tentant. Et je suis revenue donc vers le business development, la levée de fonds, etc. avec SNV au Laos. Et après, retour chez Oxfam en Birmanie, pareil, la levée de fonds
pour les programmes d'Oxfam. Justement, quel est l'endroit qui vous a le plus touché parmi tous les pays que vous avez travaillé? Ils sont tous touchés, mais il y en a où il plaît plus de vivre. Mon premier amour, c'est le Mali. Ça, c'est les Maliens. C'est un autre état d'esprit, c'est une culture, c'est des gens, c'est une bonté incroyable, c'est une grâce. Le deuxième, ce serait la Birmanie, malgré tous les problèmes qu'il y a dedans, mais c'est pour le bon souvenir que j'ai eu de mes collègues birmans, qui sont, quoique malgré les des bouddhistes, mais ils étaient militants pour les droits, parce que à l'époque, on travaillait sur les camps de Rohingya, l'appui et le travail pour l'aide et l'appui aux camps de Rohingya. Et j'avais des collègues bouddhistes qui risquaient leur vie parce que pour pouvoir aller aider ces camps-là. Donc il y a l'engagement et le fait que ma fille a plus ou moins né et grandi entre le Laos et la Birmanie, donc l'Asie aussi a une valeur sentimentale. Voilà, vous avez un coup de cœur pour l'Asie. Est-ce qu'il est facile justement de s'adapter à chaque fois dans un milieu qui est différent pour apporter sa touche professionnelle? Bon, je ne sais pas si je peux me permettre de dire tunisienne parce que quand même vous êtes de nationalité tunisienne. Comment ça se passe? Est-ce qu'on a des facilités à vous accueillir? Vous avez des facilités à vous adapter? Oui. À vous imposer aussi? À l'imposer, non. Ça pose... Moi, franchement, parce que bon, quand tu es un peu dans l'international et quand tu es en tant qu'expat qui intègre une équipe où on dit, j'aime pas le mot locaux, le fait d'être, même si tu as le statut d'expat, mais quand tu viens du Sud, donc un pays du Sud, tu as plus d'affinité, c'est beaucoup plus facile d'intégrer l'équipe locale que quand tu viens, entre guillemets, d'un pays. C'est une perception, malheureusement, qui existe là. Moi, j'y crois pas. Mais franchement, j'ai jamais eu de problème d'intégration. J'ai toujours... au contraire, bon, peut-être mon côté Tounsi, elle est nagnega. Mais stralit ou le positif. Quand il faut faire quelque chose, ça doit être fini. C'est bien. Donc, et là, après, on va venir justement à votre retour au Bercail, retour en Tunisie. Vous avez ouvert votre premier projet qui est votre entreprise personnelle. On va revenir avec un peu plus de détails. Raoula, justement, votre premier métier à vous étiez plutôt dans l'administratif plutôt que dans l'enseignement. Oui. Et pourquoi justement ce changement de cap? Puisqu'au départ, vous m'avez dit dans les coulisses, on le dit maintenant aux auditeurs, que vous vouliez plutôt être fonctionnaire d'État. Oui. Voilà, avoir un salaire, faire votre travail, puis rentrer. Et pourquoi vous avez très vite changé d'avis? Tout d'abord, le métier est plaisant. Le fait d'être fonctionnaire auprès du ministère des Affaires sociales, c'était très intéressant puisque je travaillais sur un dossier qui justement faisait écho à mon master qui était justement la qualité, travailler sur le management de la qualité de la fonction publique, sur le rapport, ce qu'on sait, le Mouat al-Raqib. C'est la question qui fâche. C'est la question qui fâche. C'était plaisant de voir aussi comment les administrés pouvaient avoir un retour de nos services en tant qu'administration centrale, mais aussi toutes les antennes locales, les directions régionales, les offices, les caisses. Et c'était très intéressant pour moi, tout d'abord, de pouvoir déceler qu'en fait, on pouvait guérir de l'intérieur ces organisations. Mais je me suis très vite aperçu qu'en fait, on ne répondait pas vraiment sérieusement aux doléances de nous, fonctionnaires, quand on disait justement qu'il y avait des anomalies dans certaines des failles. Donc on faisait la sourde oreille. On faisait la sourde oreille, on répondait. Il y avait parfois certains directeurs, certains fonctionnaires qui étaient sérieux, mais après ça ne suivait pas. Les chartes de la fonction publique, du management, bon management de la fonction publique existaient, mais elles étaient très, très obsolètes. Et puis, il y a, comme je l'ai dit, il y a déjà un master qui avait déjà fait ressurgir en moi quelques notions de recherche. Et ça, je pense qu'on le garde. Si réellement on aime la recherche, on aime les lectures, on aime la retranscription. Après, j'ai vu qu'en fait, dans le travail du quotidien, je ne pouvais pas. Il y avait
une certaine frustration de ne pas réellement penser les choses. On était pris dans le quotidien, et surtout lorsqu'on parle du ministère des Affaires sociales, on est face à l'urgence des citoyens. Il faut très vite très vite répondre. Il faut dire qu'aussi du temps de Ben Ali, les affaires sociales c'était très sensible parce qu'il fallait justement donner des fonds, montrer que tout se passait bien, qu'il n'y avait pas réellement de zone d'ombre, et en tout cas même s'il y en avait, il fallait y répondre par des politiques publiques. Et donc c'était très sensible, on n'avait pas le temps de penser les choses. Et petit à petit, je me suis mis à l'évidence qu'en fait, ce qu'il me fallait, et je pense que c'est là, par rapport à ma carrière, qu'en fait, il fallait que je revienne vers la recherche. C'était là, réellement, là où je pouvais donner et être plus efficace et efficiente. Et je pense qu'en tant que gestionnaire, on a cette notion du temps. On ne veut pas perdre son temps. Et j'ai vu que, en fait, je me leurrais aussi un peu. Et donc, je suis très vite revenue à la recherche. La question que je me pose là, est-ce que vous avez réintégré le monde de la recherche? Est-ce que c'est après la Révolution? C'était avant. J'ai présenté ma démission en 2010. D'ailleurs, tout le monde m'a pris pour une folle. Et surtout les fonctionnaires, parce qu'ils ne comprenaient pas comment je puisse, en ce temps-là, le temps de chômage, je puisse justement laisser un emploi qui était stable pour un demi-contrat et assez liana. C'est-à-dire que c'était... et dans cette période, réellement la révolution, on l'a senti. 2010-2011, on commençait à sentir un peu les prémices. Et 2011, j'étais là-bas et on a tenu bon. On s'est arrêté juste le temps de la Révolution et on a continué à enseigner. J'espère au moins que vos anciens collègues vous regardent aujourd'hui pour voir que vous avez très bien réussi. Oui, c'est devenu des collègues et puis des amis, et beaucoup sont aussi aujourd'hui font partie des gens que je vois régulièrement, que ce soit à la Bibliothèque nationale ou par Facebook. Ben justement, est-ce qu'il y a des personnes qui se sont inspirées de votre parcours pour changer de cap Je ne sais pas, mais en tout cas, je le vois chez certains... oui, je pense que certains fonctionnaires ont en tout cas essayé, non pas quitter leur emploi parce que c'est difficile, mais en tout cas de commencer des thèses. Ça, je le vois. Il y a un certain effet domino, peut-être minime avec mes amis, mais c'est vrai que c'est difficile de faire ce choix-là parce qu'à un moment donné, il faut se dire, c'est soit une carrière bien installée dans sa vie, mais pas heureux, et puis heureux, mais il faut sacrifier quelque chose, prendre des risques. Vous parlez de bien installé dans votre vie et pas très heureux, ou bien heureux et avoir justement des challenges à relever. Exactement. Et je vois que vous avez sillonné la Tunisie, parce que quand je vois que vous avez travaillé à Céline, après Céline, je crois que vous avez 5 ans à Gabès. 5 ans à Gabès, parce que moi je vous suis, je suis une fidèle de Raoul. En fait, pour ne rien cacher, on est amis. Oui, bien sûr. Donc, et je vois, toujours avec ce même sourire, je vous vois partir, aller au boulot, malgré la distance et le fait que vous avez quand même une vie de famille. Oui. Et comment gérer tout ça, franchement, bravo à vous toutes, parce que vous dépassez, vous vous surpassez pour arriver à faire ce que vous aimez faire et à exercer une profession plaisante. Alors, Belgues Ouafé, alors vous êtes donc aujourd'hui à la tête d'une start-up qui est Culture Founding Watch. Qu'est-ce qui vous a motivé justement? Vous avez parlé de cette motivation, mais est-ce que vous pouvez plus nous en parler? Qu'est-ce qui vous a motivé pour la création de cette Culture Founding Watch? Voilà. Et vous allez aussi nous dire en quoi consiste-t-elle? D'accord. Voilà. La motivation. Vous voyez, tu vois tout ce parcours, parce que je vous ai dit dès le début, il fallait qu'on l'apprenne. Et donc, moi, mon plan de carrière, c'était de l'apprendre au top niveau, devenir vraiment un pro dans ce métier-là, pour après revenir et pouvoir faire bénéficier mon secteur, qui est les secteurs des industries culturelles et créatives. Une toute petite parenthèse pour clarifier. Les industries culturelles et créatives, elles incluent le gaming, hata le danse. Donc, design, l'archi, gaming, cinéma, musique, danse, théâtre, toutes les disciplines classiques, d'accord? Et donc, je me suis dit, moi, je crois profondément, l'archéo, d'ailleurs, le patrimoine truffé, donc, valorisation, pas le patrimoine. Justement, la culture, pourquoi se focaliser uniquement sur la culture? Mais parce que... Vous allez nous dire, vous êtes dans la recherche des fonds et puis tout, donc peut-être qu'il y a des personnes qui seraient intéressées de se lancer là-dedans. Oui, de se lancer là-dedans, mais peut-être pas dans la culture.
علاش انت اخترت particulièrement la culture? Pourquoi? Parce que je crois en la valeur de ce, pas que, encore une fois, culture et créative. Oui. Je crois en le rôle de à la fois une industrie, mais c'est très réducteur hein, quand on dit de l'industrie, parce que la valeur de ce secteur, elle est au-delà de sa valeur monétaire et économique. Mais bon, malheureusement, depuis un moment, on était obligés, les gens du secteur, de sortir un peu plus cet argument, parce qu'il y a plusieurs décideurs qui n'écoutent que la voie économique. Mais l'impact social, l'importance, la valeur, l'enjeu qui est derrière, tout ce qui est identitaire, culturel, diversité à l'échelle nationale et internationale est important. Donc, pour moi, c'était fondamental. Je l'apprends pour défendre un secteur, parce que comme citoyenne du monde, comme maman, je crois fondamentalement que c'est ce qui va sauver le monde. Et c'est soit on le gère bien, ce secteur-là, soit on va droit en mur. Donc, c'est en fait pour le défendre que j'ai créé Culture Funding Watch en me disant... Moi, toute seule, je ne pourrais rien faire. D'ailleurs, c'est pas mon nom, je suis pas artiste, je prétends pas être carrément même pas une créative. Mais je me suis dit, je vais soutenir ceux qui veulent le faire, de manière à ce qu'ils grandissent, ils se positionnent, voilà, plus à l'aise. Donc effectivement, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'une grande galerie qui m'a Christie's, milliards. Christie's, c'est qui c'est le Christie's? C'est aujourd'hui quand tu veux vendre un Van Gogh, il ne se vendra que chez eux, quoi. T'imagines la marge, l'industrie qu'il y a derrière. Mais c'est rien que l'argument économique, ça tient la route. Donc, qu'est-ce qui fait que ces gens-là soient leaders? Parce que dans leur écosystème, il y a des gens qui leur proposent des services supports, la levée de fonds, la gestion, la veille, le marketing, etc. Et donc, je me suis dit, Culture Funding Watch, il va travailler sur un gap. Donc un manque qu'il y a pour notre secteur, c'est la veille des financements. On n'a aucune visibilité, on n'a personne qui est spécialisé là-dedans, la veille et l'accompagnement à la levée de fonds. Et d'où j'ai créé ça. Pourquoi aussi ce qui m'a motivée? L'art et la culture, c'est une bataille pour moi. Et donc à Carlèche, même je faisais ma carrière en tant que fundraiser pour des organisations, je travaillais dans l'humanitaire, les programmes que j'aidais à financer, ils vont de l'humanitaire à l'éducation, à la santé, c'était un spectre très large de secteurs. Mais pour ne pas perdre pied, j'étais toujours, ou d'ailleurs comme tu disais toi, pour exceller dans ce que tu fais, tu as besoin un peu de recherche. Même si tu ne la fais pas au niveau de recherche, par exemple, universitaire, mais au moins au niveau ce qu'on appelle evidence-based. Donc recherche de data pour travailler à partir de quelque chose de concret. Et donc, j'ai gardé le pied dans mon secteur. Par exemple, je suis la première à avoir publié le premier compendium des politiques culturelles à la chapitre à la Tunis. Et une étude. C'est juste un mapping, un état des lieux. Vraiment, et ça c'est en 2009. Je suis co-auteur du chapitre du rapport exceptionnel de l'UNESCO sur l'économie créative 2013. J'ai coécrit une partie sur la région MENA. Je garde pied, j'étais pendant 4 ans évaluatrice de projets, de propositions de projets qui sont soumis à l'UNESCO, le Fonds international pour la diversité culturelle. Et ça, tout ça en même temps que j'étais au Mali dans le fundraising. Donc, c'est vraiment un engagement. Donc, Culture Funding Watch, elle travaille sur 3 piliers. Pilier loup, c'est l'accès à l'information. Beaucoup, les premiers freins pour accéder au financement quand on est entrepreneur, ou une ONG, ou un freelancer pour l'art and culture, les industries culturelles et créatives, c'est l'accès à l'information. Maintenant, il faut qui finance quoi, ou le معلومة مفرطة partout. Ce qu'on fait, on la gather, on fait le tri, et on publie gratuitement sur notre plateforme toutes les opportunités de financement qui se présentent à un acteur culturel ou à la créatif, dans la région MENA. Le positionnement de MENA, pour l'instant, il y a une expansion. Excellent. Donc du coup, tout rôle, que ce soit bourse de recherche, résidence d'artistes, bourse de mobilité, grant for project, on fait le tri. On a aussi, qu'on va ouvrir bientôt, il y a la base de données, parce qu'il y a une différence entre les opportunités ou la base de données bailleurs de fonds. La base de données, il y a y compris l'état des lieux, qui finance quoi, mais en plus, ce qu'on appelle l'intelligence, tu peux suivre les tendances. Donc ça c'est pour les pros des pros, donc on va bientôt ouvrir هي حاضرة juste باش نعملوا l'achat en ligne خاطر هذيك payante. Il faut quand même qu'on ait un modèle économique qui tient la route, il faut alimenter la machine. Et donc en fait, c'est vous tenez le projet du début jusqu'à la fin. Oui. Ensuite, on a le pilier d'accompagnement pour la levée de fonds. Et là, on a deux approches. Femme à la carte, au niveau de les besoins ou la maturité de taille client, on a une entreprise qui a juste quelqu'un qui va aider, par exemple, l'écriture de projet. واحدة أخرى قالت أنا ما عندي حتى capacité ou j'ai pas envie d'investir توا في الكاباسيتي هيك
Je نحب l'outsourcing, معناها sous-traitance كاملة, le diagnostic, les stratégies de levée de fonds, l'engagement, l'écriture, le montage de projet. On peut proposer aussi ce qu'on appelle هذاك احنا le package هذاك مسمينه le partenariat de durabilité. On accompagne nos clients من الأول حتى اللي قفلوا ساقيه بالدوزون بعد بسلامة. Et on fait aussi de transfert du savoir. خاطر أنا وحدي ما نجمش نخدم les besoins du secteur في الريجون مينا الكل, c'est impossible. Donc, mais ما فماش des vrais spécialistes de resource mobilisation et levée de fonds fundraiser في تونس. On a beaucoup de proposal writer qui dit تلقى plus يعرف يكتب projet, mais la levée de fonds فيها des sous-disciplines. معناها أنا حتى في اختصاصي ما عادش اليوم تقول fundraiser وتسكت. تولي تقول fundraiser institutionnel, fundraiser corporate, fundraiser direct marketing. معناها عالم كيما انت تجي تقول في الطب تقول حطهم كلهم تبعان. Donc, je veux transférer et pour ça, on a deux approches. On a les formations internes, tu as la plateforme, tu as le catalogue des formations, dans différentes sous-hajet de la levée de fonds. Ou on essaye de maintenant de lever des fonds pour... Et c'est gratuit Les formations non, sont payantes. Non, elles sont payantes. Et là, je fais des journées de formation plus courtes, gratuites. On fait des fois on fait une journée d'introduction. De sensibilisation. En introduction, le fundraising, on l'a fait et on continuera à le faire. D'ailleurs, je m'arrête, je suis en Libye, carrément. Non, d'accord. Justement, juste une petite question. Est-ce que le monde de l'humanitaire, des associations, est-ce que ça rentre aussi dans votre projet? Ça dépend, parce que dans l'humanitaire, pour l'instant, d'ailleurs, c'est quelque chose que je veux travailler, changer la tendance. Vous voyez qu'il y a le rôle, mais je ne seulement lever de fonds, on les deux bouts. À ceux qui ont besoin, mais ceux qui donnent pour make sure, il y a plus qui donnent. Donc on fait ce qu'on appelle l'éducation des bailleurs de fonds. On fait du plaidoyer, on essaie d'ouvrir de nouveaux marchés. Donc pour l'instant, la relation entre les ONG qui travaillent dans le secteur du développement, tout secteur confondu, quel que soit le rapport au secteur privé, c'est un rapport de co-achievement. Les objectifs, c'est plus edutainment, ce qu'on appelle l'éducation avec l'entertainment. Donc par là, on va apprendre le civisme. Or, je veux changer complètement l'approche, c'est qu'ensemble, mais la conception des projets, pour que l'impact, معناها مش ان نستعمل كمحتوى فقط انت باش تعمل مسرح نعطيك comme un contenant de le message que je veux, mais que tu deviens partie prenante du changement que je veux voir dans la société. يعطيك الصحة. Donc Khaoula, donc elle est dans sa start-up, vous êtes dans le consulting. Est-ce que vous pouvez plus nous parler parce que de ce que vous faites en tant que consultante, parce qu'après on verra que vos chemins quand même se complètent. Alors nous c'est se croisent et se complètent dans certains points. Oui, par rapport à ce que Wafé a développé, c'est les bailleurs de fonds institutionnels. C'est là où on intervient en tant que consultant pour aiguillonner justement là où il y a deux parties, le bailleur de fonds, mais la partie institutionnelle qui est en l'occurrence la Tunisie à travers ses différentes institutions. Et nous comme consultants, on va apporter justement notre vision de chercheur, comment faire les choses, les impacts, comment est-ce qu'on peut réellement faire ces choses-là tout en préservant que toutes les parties prenantes puissent ne pas être lésées dans ce processus. Et c'est là réellement que le consultant vient donner une main aux bailleurs de fonds. Et c'est très important parce qu'en Tunisie, surtout lorsqu'on parle de lutte contre la corruption, on a plusieurs bailleurs de fonds sur le sujet. La Tunisie est courtisée et parfois elle courtise aussi. Et donc la question du bailleur de fonds, elle est très immanente et problématique. Est-ce qu'on va justement aller là où le bailleur de fonds veut nous emmener, ou est-ce qu'à la base, lorsqu'on crée nos projets, il faut être en alerte? C'est parce qu'il y a aussi une réussite du projet. Il ne suffit pas de faire du copier-coller, mais vraiment que ces projets émanent de notre archéologie, du savoir. C'est là qu'on apporte nos petites lunettes de chercheurs, c'est-à-dire qu'on va voir quel est le terreau, le tunisien, l'institutionnel, le droit, aussi les acteurs sociaux, l'intérêt du pays, et on va essayer de trouver justement un terrain d'entente pour que justement les institutions puissent avancer, mais en même temps que le bailleur de fonds aussi nous suive, nous aide lorsque c'est possible à développer des politiques intéressantes pour la Tunisie, mais aussi en tant que chercheur, vous savez qu'on développe aussi on veut toujours de l'innovation, des projets novateurs. Les institutions sont là pour nous calmer parfois, mais nous on apporte notre petit grain d'innovation, d'artistique justement dans ces projets, pour qu'il y ait une réussite et qu'elle soit aussi une synergie en fait.
Donc les bailleurs de fonds, ils sont là. En Tunisie, puisqu'on le sait avec la crise économique, la Tunisie passe par des taux de croissance assez modérés en termes de PIB. Donc la Tunisie doit absolument faire appel à des coopérations, des partenaires. Ces bailleurs de fonds sont eux-mêmes différents. La GIZ n'a pas la même politique que le PNUD n'est pas n'a pas la même politique que l'Union européenne ou le Conseil de l'Europe. Et ça, on le voit en termes de lutte contre la corruption. Et on essaie en tant qu'institution, en tant qu'instance par exemple, on essaie de voir là où il y a matière à ce que la Tunisie puisse prendre le meilleur. Est-ce que justement vous pouvez collaborer avec les certainement. علاش خاطر احنا قصينا ما كملش le troisième pilier. D'accord. Okay. Qui est sur les questions de transparence. Oui, parce que moi, pour pouvoir conseiller, parce qu'un de nos services, c'est de conseiller les bailleurs de fonds sur leur stratégie de financement, c'est-à-dire comment investir. Et quand on parle, d'ailleurs, je voudrais préciser, quand je parle de levée de fonds, mobilisation de ressources, alors je suis en subvention à Kahao. Pour moi, ce que je propose comme service, c'est un montage financier qui mobilise toutes les ressources. بالنسبة لي أنا ressource, تدخل فيها l'assistance technique, c'est une ressource. تدخل فيها la contribution en nature, c'est une ressource. تدخل فيها le prêt, c'est une ressource. Parce que pour moi, un bailleur de fonds, il peut être une banque, comme il peut être un bailleur de fonds institutionnel. Et là, on se rejoint sur la question de transparence. Pour pouvoir conseiller les politiques de financement, plutôt sur la conception programmatique, et un moment donné, c'est comment l'outil, le channel, c'est-à-dire le canal à travers lequel on va atteindre cet objectif, en partie, c'est monétaire, d'accord? Et donc, les outils de financement des politiques ou des programmes, c'est mon dada, c'est ce que j'étudie pour dire est-ce que c'est effectif, comment joindre, comment je تكون assez qui a معناها stratégie de financement باش تخدم les objectifs du projet et voilà l'entreprise. Et là, حاجتي بدات باش نعمل هكا باش نفهم الترند باش ناناليزي ce qui se passe. Le problème dans notre secteur, et d'ailleurs le secteur cultural and creative, si je parle du financement institutionnel, restons rien que pour l'institutionnel, une intransparence incroyable. Et là, je défie qui que ce soit توا في تونس نتحداه يقول لي كي فينانس كوا يعطيك سناب شوت معناها جوست اون ايدي هكا من غير تحليل ان ايتا دو حتى سطحي بركه كي فينانس كوا في تونس في السيكتور هذا en matière de culture impossible. Peut-être خاطر ما فماش حتى حد يحب يخدم عليه, peut-être خاطر الناس كلهم ديبوردي, peut-être خاطر on sait احنا راهو حتى في الكوبيراسيون انترناسيونال malheureusement توا بدات تتبدل شويه, اما جوسكا يا تري ريسامون لورفلان دو ديفلوبمون هكا تعرف بودجي كولتور حتى حد ما يتبع فيه, مش عاطينه قدره, مش عاطينه قيمته. دونك مساكن اللي يخدم هو بيدو كم اتاشي كولتوريل ولا حاجه, il est tellement débordé خاطر on les sous-staff tellement يعطيه خدمه قد هكا ويعطيه هو بيدو لا ميم با التون باش يطلع لي الداتا اللي انا حاجتي بها. دونك فما شويه من ربي وشويه من عبيدو. Et c'est là où on se croise parce que c'est vraiment important la question de transparence, et ça c'est pour cette année pour Culture Fund & Good, c'est la bataille نتاع السنه. C'est la data collection, publish what you fund. Je ne sais pas si tu as connu la campagne. Donc voilà. C'est bien. Donc vous voyez qu'il y a deux projets qui se croisent, et je voudrais justement revenir à votre projet, à vous, à votre start-up. Je voudrais parler du capital humain parce que vous êtes leader de ce projet, mais je pense que vous n'êtes pas seul sur le projet. Non. J'ai en plein temps 2 personnes. Et en mi-temps, 2 autres personnes. Donc on est 5. Mon bras droit, ma soeur, ma copine, mon futur associé Zeda, Valéria, qui est une Italienne. Et le hasard, et le hasard a fait que je suis tombée sur quelqu'un de merveilleux. Et puis il y a Mehdi qui est chargé de l'équipe de mapping, donc pour chercher date avec l'école des opportunités. Donc on a 2 petites stagiaires, Ilef et Mariuma, que je remercie infiniment. Donc on salue de passage. Alors, ça marche, je veux aussi remercier 2 nouveaux stagiaires اللي جاوا معنا مع لايسك, واحد من المغرب وواحد من مصر, وزوز اسمهم احمد. دونك مرحبا, مازال كيبداو عندهم جمع معنا احمد واحمد, مرحبا بك. Donc les Ahmed de Carré. Voilà. Donc on va les saluer. Khaoula, le capital humain chez vous. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que je suis sûre que vous n'êtes pas seul aussi dans le monde du consulting, dans la lutte contre la corruption, etc. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bon, le
capital humain, c'est une question assez importante, hein, puisque aujourd'hui on parle de développement durable, des objectifs du millénaire. Ce sont en fait des questionnements, des problématiques qui normalement devraient faire à ce qu'on obtienne ou on atteigne le bonheur. Mais bien sûr, avant cela, il y a plusieurs jalons. Les premiers jalons sont ceux de l'ordre économique, le développement, faire que ce développement soit inclusif. Et bien sûr, il passe pour la Tunisie, qui est un petit pays, mais très riche en ressources humaines, par le développement du capital humain. Et je suis gestionnaire et spécialiste en GRH. Et donc, on a la Chair Expo, d'ailleurs, où on va exposer à la Cité de la Culture les 20 et 21, plein de stands sur plusieurs thématiques sur la gestion des ressources humaines en Tunisie et sur justement comment développer le potentiel. Alors, en lutte contre la corruption, c'est assez nouveau, hein, comme je vous l'ai dit. C'est à partir de 2011 qu'on commence réellement à parler de gouvernance locale, gouvernance, lutte contre la corruption. Mais je pense que on apprend. On ne peut pas dire qu'on est spécialiste de la lutte contre la corruption, ça c'est impossible. On l'a vu avec les scandales derniers, avec Carlos Ghosn, avec Renault, on l'a vu avec les Parmalat, les Enron. La corruption, elle est partout. Et je pense que les spécialistes pourront toujours se targuer de pouvoir défier les organisations, mais je pense qu'il y a toujours un génie humain pour défier les contrôles, la transparence. Justement, il faut faire attention. La lutte contre la corruption peut être politisée aussi, et ça, on le veut surtout pas, parce que c'est quelque chose qui doit rester noble et qui doit justement qui doit rester surtout neutre. Surtout neutre, et avoir des instances qui soient constitutionnelles, neutres et indépendantes. Et ça, c'est réellement aujourd'hui le grand challenge par rapport à tout ce qui se passe en Tunisie. Vous n'avez pas été boycotté? Par qui? Comment? Par qui? Je sais pas. Je pense qu'aujourd'hui c'est un faire-valoir. Aujourd'hui, au contraire, tout le monde souhaite signer des conventions avec l'instance. Tout le monde souhaite, dans la déclaration du patrimoine, beaucoup de personnes sont venues déclarer, au contraire. Mais c'est vrai qu'il y a un grand travail et de vulgarisation des concepts, mais aussi de dire que l'instance n'est pas là pour jouer le jeu de la justice. Ce n'est pas notre rôle. Le rôle, il est surtout dans la prévention, d'en faire que justement beaucoup d'actions soient éthiques. Or, aujourd'hui, l'éthique, on l'a vu, hein, ça engage, c'est des promesses qui engagent que ceux qui les écoutent ou qui y croient, hein, et il faut faire très attention. Et je pense que là, il y a un grand problème de vulgarisation, et c'est là que le chercheur peut apporter sa touche et sa trace, c'est que justement, on puisse développer les concepts, essayer de faire comprendre les enjeux, et ne pas tomber dans le tout ou rien, essayer de toujours trouver pas le compromis, mais essayer de faire qu'on avance ensemble. Et c'est très difficile. Oui, c'est bien le mot. Et ne pas tomber dans le nihilisme, parce qu'il ne faut pas dire qu'en Tunisie, il n'y avait rien. Il y avait de bonnes choses, et il faut colmater les brèches, essayer de reconstruire lorsqu'il le faut, et s'accepter. Je pense qu'il y a un grand... Lorsqu'on dit lutte contre la corruption, il y a aussi un peu de tolérance qu'il faut faire jouer aussi. Sur ces mots de tolérance, vous parlez de marcher ensemble, c'est bien, parce que quand on entend corruption, lutte contre la corruption, le terme en lui-même fait peur à certains. Oui. Donc voilà. Alors, l'excellence, comment vous allez définir ce mot, mesdames? Ouefé. C'est, comment on dit, être pointu, c'est-à-dire pour moi l'excellence c'est vraiment quand tu fais quelque chose, c'est soit t'es bon, soit c'est pas la peine de le faire. Voilà, c'est ma devise. Moi, dans tout ce que je m'engage, c'est soit au moins parmi les bons, si c'est pas le meilleur, sinon je m'engage pas. Voilà, c'est ça l'excellence, c'est la perfection dans la maîtrise de ce que tu fais, voilà, la maîtrise de ton métier. Le faire non, et c'est pour ça que j'ai mis 15 ans pour apprendre. Moi, j'aurais pu commencer Kalchafan Watch au bout de 3 ans. À l'époque, il y avait Mesmaouch Bijimla. Mais pour moi, c'était pas assez. J'étais pas un vrai pro. C'est pas assez. Donc, c'est là l'excellence. L'excellence. Ouefé a donné une très bonne, je pense, explication et définition. L'excellence, c'est toujours pour le chercheur, pour nous qui avons fait des recherches, c'est d'abord des canons universitaires, c'est la recherche, c'est la publication, c'est l'écriture, la lecture, ça passe par cela, mais c'est surtout vers soi,
c'est ne jamais être satisfait de soi, toujours vouloir s'améliorer, toujours vouloir connaître, la curiosité. Cette curiosité intellectuelle est très importante. Je pense que c'est le chemin qui mène vers l'excellence, qui reste, je pense qu'il n'y a personne d'abouti jusqu'au bout, mais on essaye d'y remédier, on essaye de se voir dans un miroir tel qu'on est et d'être modeste face au savoir, je pense. Oui. Deux belles définitions de l'excellence. Je voudrais revenir vers Wefé. Alors, vous êtes dans votre start-up à l'échelle MENA. C'est quand qu'on va vous voir à l'échelle nationale puis internationale? Alors, à l'échelle nationale, on y est déjà parce que de facto, puisqu'on est Fitounes. À l'échelle internationale, on va expandre probablement à l'Afrique. Donc, vous êtes régional, national, et là, vous on veut aller global. Et d'ailleurs, on commence, j'en profite pour faire un appel à tous les acteurs culturels, les entreprises d'ailleurs, les entreprises dans le secteur culturel et créatif. Notre problème pour convaincre les politiques, c'est qu'on n'a pas de date à la rouihna. Il y a aussi un manque كبير معناها من كيفاش نقولوها المعلومات احنا قداش on crée combien d'emplois باش هكاك il faut quand on s'assoit حتى انا ما نلومش ساعات عباد يقول لك وزاره الثقافه بها وعلى مي عنده الحق انا quand je me mets à la place d'un ministre si j'étais un ministre de la culture mais à sa place يحكي معايا حد كيما انت chercheur sans preuve tangible de ce qu'il avance son rôle c'est pas d'écouter le ministre son rôle c'est de travailler servir l'intérêt de tous donc il a معناها ساعات حتى تمشي نحكي مع بنكاجي عنده الحق نحكي معاه في الهواء ما عندي حد شيء باش نثبت به كلامي donc on a fait حاجه اسمها où je remercie beaucoup Tunisian Startup Association dont je suis membre qui m'ont inspiré شفتوا l'index Tunisian Startup Index et ben ça m'a inspiré باش نعمل حاجه اسمها l'index des entreprises culturelles et créatives اللي تدخل انت تعمل الداتا مثلا داخل قداش ما عندك من امبلويي حتى شيفر دافير ما حتنيش بالديتاي خاطر معلومه خاصه نحطوها بالي ما بين 10 و20 ما بين 50 و60 والمعلومه كي باش تطلع هذيك المعلومات ما تراش حتى حد تخرج تولي جوست تولي ستاتستيك اوتوماتيكمون تخرج ديريكت معناها انت تخلي المعلومه واحنا فاليديوها خاطر فيها كونترول كاليتي باش ما يدخلش واحد يدير نيمبورت كوا ومن بعد اون فوا لا داتا الي فاليدي اوتوماتيكمون يخرجوا لك دي جراف حاضرين سي غراتوي معناها اللي يشارك وعمر يدخل يعمر في الاندكس يصبر نهايرين نعملوا كونترول كاليتي نتاع شنو عمر من بعد الى كان انا فاليدي تجيه ايميل باليوزر نيم والباسورد يرجع يدخل الواحد ينجم يتيليشارجي لي جراف حاضرين انت شيرشور تهزهم تحطه في الريشيرش نتاعك تعمل بهم الصحافي يهز خاطر انا بزوان سي سا لو بليدوي انا من ساعدني صحافي عنده داتا باش نجم يحكي عليها ساعدني الشيرشور عنده داتا باش نجم ينورني ويقول لي شنو لي نوفاسيون هاو واحد دونك اون ا بزوان بور سوتينير ليكو سيستيم الاندكس هذا هو CCE index index.com je fais appel à tous les entrepreneurs في تونس والفريلانسر يمشي تعمر غاديك راهي الداتا من مصلحتنا وهذايا جلوبال عملته من الاول على اساس في بالي حشنا به في تونس ولا المينا معناها ريجون مينا يا اخي لقيت عندي ناس صحابي من تايتي ومن درويني وفيرو واحنا ما عندناش نجمش تعاوننا نجمش نستعملوا قلت له مسهل كلمت الديفلوبور قلت بربي تنجمش تعمل فونكسيون خلي صحابي في بلاد اخرى خاطر اوني دون لا ميم سيتوياسيون يا اون سوليداريتي قلت له فماش اوبسيون نجموا نعملوها خلي الناس الكل تستعملوا رديه الاوبسيون دونك هو ما تلومونيش راهو جو لي في سور مي بروبر فون aucun appui, donc aucun bailleur de fonds, c'est une question de principe. Je ne fais pas concurrence à mes clients, donc je ne fais pas de levée de fonds pour moi. Et donc ما تلومونيش على الجرافيزم ما تلومونيش على الواحد راهو بيدي يعطينا الداتا كما تقولوا انت هات الداتا الساعه ومن بعد on va certainement intéresser un sponsor وقتها نعملوا فيرسيون تحفونا voilà بربي je vous j'insiste CCEINDEX.com. Très bien. Les obstacles que vous avez eus lors de votre parcours, est-ce que vous en avez eu? Est-ce qu'il y a des... ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont arrêté? Il y a des choses qui vous ont boosté? Lorsqu'on traite de la lutte contre la corruption, c'est bien sûr la thématique. Lorsqu'on fait une thèse, c'est bien sûr quand on est comme ça à cheval sur une question qui touche notre pays, on est comme ça piqué dans le vif lorsqu'il s'agit de loi, lorsqu'il s'agit de faire du plaidoyer, d'essayer de collaborer avec des associations, de coordonner des alliances. Tout ça, c'est les obstacles. C'est l'humain, beaucoup d'humain, parce que lorsqu'on sort un peu de ces livres, il faut après mettre en pratique tout ce qu'on a
On a essayé de mettre comme ça dans des schémas, dans des mappings, dans des modèles de design thinking. Et puis quand on essaye de sortir à la réalité, et puis là c'est la complexité de l'humain, les humeurs, il faut gérer ça. Ouais, il faut gérer tout ça. Gérer l'ambivalence aussi des associations. Parfois on a le même dénominatif, mais après chacun œuvre dans son petit coin, alors qu'en fait quand on fait des alliances, c'est encore plus comme vous l'avez dit, hein, ça donne plus d'impact et on s'aide, on s'entraide. On sait ce qu'on a essayé de faire à travers l'Alliance, qu'on essaye de faire institutionnaliser, puisqu'on va avoir un représentant au sein de la nouvelle instance constitutionnelle. Et donc, les obstacles, c'est peut-être un pays justement qui connaît une transition démocratique, politique, économique, et qu'il faut essayer de trouver sa place pour justement pouvoir contribuer et avoir une petite pierre à cet édifice. Les obstacles, c'est aussi pour le chercheur en Tunisie, comme vous le savez, les bailleurs de fonds, nous, c'est l'État, hein, quand on est chercheur, notre petit salaire, les labos, avoir là où on peut encadrer ces chercheurs, la possibilité aussi de lire silencieusement, de se retrouver avec ses idées. Tout ça, c'est peut-être aussi la vision aussi qu'a la recherche en Tunisie. Hein. On n'est pas encore dans la vision des clusters américains, hein, des pôles, des technopoles. On est encore, l'université est assez un peu loin du monde de la pratique. Et c'est ça ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire qu'on est chercheur et on veut absolument aider. C'est pas facile, mais on souhaite que notre science soit vivante, qu'elle ne soit pas écrite seulement dans des thèses, dans des articles, et puis qu'on mette ça dans des bibliothèques. On veut que ce soit vivant. De toute façon, c'est des obstacles que vous déjouez avec brio, je suppose. J'espère. Oui, alors, quand on parle des obstacles, Wafé, Je sais pas, franchement, est-ce que vous en avez eu? Pas réellement, je ne les vois pas comme obstacle. C'est une motivation. Une guerrière. نشيخ عليها بالعكس عرفت حاجه امبوسيبل هذيك نحب نعملها انا. En plus, il n'y a pas de satisfaction dans des trucs faciles. Donc effectivement, dans ma vie, effectivement, j'ai pas choisi les chemins les plus faciles. Ça ne me stimule pas. Donc بالنسبه لي انا مره شي obstacle. وواحد زاد bon حتى les jeunes l'idée تسمعوا فينا. Bon, justement, on va leur donner un mot. Vous allez plutôt vous exprimer face à cette jeunesse toute fraîche qui vous écoute. Donc, notre émission va bientôt toucher à sa fin, mais avant qu'on finisse, je voudrais quand même que vous disiez quelque chose à ces jeunes qui s'inspirent respectivement de vos profils, que ce soit dans le monde de la recherche, que ce soit dans le monde de l'entrepreneuriat, et je sais aussi que vous faites partie actuellement du monde de l'entrepreneuriat. Vous allez en parler, et un mot justement pour ces jeunes. Alors, أنا أول حاجة أبدأ فما كلمة أبدأ ما تحلش وأبدأ بالصغير. معناها إذا كان أنت هو إيديالمون واحد ماذا بيه يبدأ مرتاح عندك لي ريسورس كيفو تاع تو سكيفو مي حاول ما تكونش مخك مفرمت على حاجة. Tu sais ce qui fait la réussite, ce n'est pas لا المبادرة لا القوة الشخصية. Il y a un don. إذا كان عندك في شخصيتك هو le don, la résilience. وقت اللي انت قادر على tu t'adaptes à ton environnement et aux paramètres qui sont autour de toi pour en faire une situation positive. Donc انت كي نحكيو على الرياده تو اكاو في مخهم ماشي في يلزموا يعمل يدير بروجي ويلقى له حد يفينانسيها. مي ça c'est un chemin معناها سيت انا كيفاش نقولوا هذيك ثنيه مش تنجم مي مش بالضروره الرياده ما تنجمش مش بالضروره تبدا عندك 15 مليار. هاني انا كالتشر فاندنج واتش بديناها بحكايه فارغه. Et j'ai démarré, j'ai commencé, ما عنديش انا j'ai levé ni levée de fonds ni investissement معناها من البنوك. On s'est lancé avec un tout petit peu et on a commencé à faire des services ici et là et ça avance. بشويه بشويه تعمل لها son plan ما تكونش مزروب زاده. Donc pas être dans la précipitation de la réussite immédiate. Raoula. Eh bien en toute modestie, je pense que ces jeunes sont créatifs et ils doivent faire valoir cette créativité. Surtout pas choisir les chemins de la facilité. Il faut choisir son propre chemin, essayer d'être innovant, d'être résilient et de ne pas avoir peur de l'adversité. Je pense qu'il n'y a jamais rien sans rien. Il faut réellement
aimer les choses qu'on veut faire et justement essayer de sortir des sentiers battus. C'est ce que je pourrais donner comme conseil. Sur ces notes positives et optimistes à cette génération toute fraîche qui vous écoute, je vais vous remercier d'être venu sur le plateau de Tunivision. Franchement, j'ai pas senti le temps passer. Vous avez des profils très intéressants, très inspirants aussi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement, une autre fois, avec d'autres projets, d'autres avancements dans vos vies respectives. Quant à nous, on se retrouve pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après pour une nouvelle émission avec d'autres invités. Bye bye et à très bientôt. Ciao.